téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV pour ce journal. Tout de suite, les titres à la une. Plus de 54 milliards d'ouguiya, c'est le montant du budget de l'État pour 2019, adopté hier soir par l'Assemblée nationale. Les lauréats du prix Chounkri étaient récompensés aujourd'hui. Pour cette année, seule la littérature et les études islamiques ont été retenues par le jury. En Tunisie, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes. Elles font suite à l'immolation par le feu d'un journaliste. Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous sur Sahel TV. Les députés ont adopté hier soir le projet de loi de finances 2019 lors d'une plénière présidée par Boïdjeloul Houmeid, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ce budget se chiffre en recettes et en dépenses à plus de 54 milliards MRU. C'est Récidibé pour le compte rendu. Le budget 2019, c'est plus de 54 milliards de nos nouvelles ouguiyas. Sa répartition est caractéristique des priorités de développement et des objectifs fixés par les autorités. Aucun domaine n'a été occulté. L'hydraulique, l'assainissement, l'extension du réseau routier national, la construction et la réhabilitation des équipements publics et collectifs. À titre d'exemple, les secteurs des projets multisectoriels bénéficient à eux seuls 3 milliards 742 millions de nouvelles ouguiyas. Le secteur du développement rural, considéré comme l'une des sources de diversification durable de l'économie nationale, reçoit une allocation de 4 milliards 915 millions MRU, soit 17,53% du total des investissements pour l'année 2019. Un montant de 9,5 milliards de nouvelles ouguiyas a été consacré à l'aménagement du territoire, ce qui représente 32,12% de l'enveloppe destinée aux investissements pour l'année 2019. Les députés ont discuté longuement de ce budget, jugé conséquent pour les uns et parfois irréaliste pour certains. Je pense que le gouvernement, en toute rationalité, a décidé d'adopter le troisième mécanisme, à savoir hiérarchiser des priorités. En vue de la rationalisation du choix budgétaire, le gouvernement a choisi, à travers les arbitrages budgétaires, de passer primo à intensifier le désenclavement des populations, d'où la construction en 10 ans de plus de kilomètres de route que 50 ans auparavant. Selon des indicateurs internationaux, la Mauritanie a presque atteint son seuil maximum d'endettement. L'économie est pratiquement en rade. Si nous tenons compte de la situation de la SNIM, de la morosité du secteur de la pêche, de l'inorganisation du secteur informel, du recul du secteur agricole et de l'élevage, et j'en passe. Je vais demander à Monsieur le ministre où va-t-il tirer ces ressources? Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas que les nécessaires études de faisabilité sont négligées des budgets de votre gouvernement? Je pense là au cas des grands projets réalisés avec des surdimensionnements qui sont autant de gaspillage de ressources. À cette occasion, le ministre des Finances, Mokhtar Ould Diaye, a défendu la pertinence du budget 2019, mais surtout sa répartition. À ce sujet, il a indiqué qu'il couvre les infrastructures de manière globale et s'évertue à promouvoir les secteurs porteurs tels que la pêche, l'agriculture ou encore l'élevage. Et pour commenter l'adoption de ce budget, nous avons sur ce plateau aujourd'hui, comme invité du journal, Dr Abdallahi Ould Awah, professeur et économiste à l'université de Nouakchott. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors parlons un petit peu du budget 2019 qui s'élève à plus de 54 milliards d'ouguiya, dont 22 milliards, si je ne me trompe pas, c'est pour l'investissement. Cela augure-t-il d'une bonne économie pour la Mauritanie, pour le pays, d'une bonne santé économique? On peut considérer a priori que le budget qui est en fait les moyens financiers pour mettre en œuvre la politique du gouvernement est un budget qui a augmenté de 4% par rapport au budget de l'année dernière. Mais la question de fond, c'est
ce budget et ces moyens financiers ont-ils réellement un impact sur la vie des citoyens? Est-ce qu'ils se traduisent par la croissance économique globale? Est-ce qu'elle se traduit par la croissance des moyens et des revenus des citoyens? Pour répondre à cette question de fond, il faut aller au-delà des apparences. Car c'est quoi un budget? Un budget, c'est un moyen financier adopté dans le cadre d'une loi de finances par le Parlement et qui constitue en quelque sorte l'ensemble des moyens en dépenses de fonctionnement et en dépenses d'investissement sur la durée d'une année pour mettre en œuvre la politique générale du gouvernement dans tous les secteurs. La question maintenant de fond qui se pose, cette mise en œuvre est-elle réellement possible? Ces moyens sont-ils pertinents par rapport aux objectifs affichés? Si on regarde à l'aune de la réalité et si on mesure la vie réelle des citoyens, il est permis de se poser des questions sur la pertinence du budget par rapport à la gouvernance globale de l'ensemble de l'économie, surtout si on regarde comment vivent les citoyens, si on regarde leur état de santé, l'éducation de leurs enfants et leur train de vie au quotidien. Donc est-ce que c'est pour répondre à la question, est-ce que ça augure d'une bonne santé économique de la Mauritanie? Si on mesure la santé économique en termes de croissance du budget, on peut dire que la Mauritanie a une petite santé, parce que sa santé a cru de 4%, parce que le budget par rapport à l'année dernière a augmenté de 4%. Mais si on regarde la santé à l'aune de la vie et du train de vie quotidien des citoyens, je crois que l'ensemble des citoyens et la plupart des citoyens souffrent au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, et se posent de sérieuses interrogations quant à l'avenir de leurs enfants. Cela nous amène à la seconde question, toujours le budget. Tel qu'il est reparti entre les secteurs, est-ce qu'il aura des répercussions justement sur la vie des citoyens? Qu'est-ce qui intéresse les citoyens au premier lieu? Le premier point qui intéresse les citoyens, c'est leur santé. Le deuxième point qui intéresse les citoyens, c'est l'éducation de leurs enfants. Si on regarde ces deux secteurs, la Mauritanie a de sérieux problèmes. Car malgré les efforts, et il faut les reconnaître, il y a quand même des efforts faits le gouvernement, il y a des hôpitaux qui ont été construits, il y a des matériels qui ont été achetés, mais est-ce que la santé des citoyens se mesure au nombre d'hôpitaux ou au nombre de machines, scanners par exemple qu'on a achetés? En réalité, la santé des citoyens, c'est le nombre de maladies qui ont été vaincues. Est-ce que les citoyens, quand ils rentrent à l'hôpital, est-ce qu'ils ont les services nécessaires pour avoir les soins? Si on mesure, si cet indicateur simple qui consiste, est-ce que si j'ai un problème de santé, je vais accéder aux soins, on peut se permettre de dire que ce n'est pas qu'il y a un problème de pertinence de la politique et qui renvoie à une question de gouvernance globale et une gouvernance du secteur de la santé. Si on prend par exemple le secteur de l'éducation, il y a eu un progrès quantitatif. Mais la question de fond, est-ce que les acquis des élèves est-ce que les élèves ont augmenté leurs acquis? Et là, toutes les études montrent qu'il y a une dégradation de la qualité de l'éducation et non pas une amélioration des acquis des élèves, notamment au fondamental. Docteur, quel est l'impact du budget sur les secteurs sociaux, en particulier l'éducation, vous en parlez tout à l'heure, et l'emploi, justement l'emploi des jeunes? Voilà deux questions pertinentes et qui vont se poser certainement en 2019, parce que nous avons des élections présidentielles en 2019. Le premier point, l'éducation. L'éducation, la Mauritanie a engagé en 1999 une réforme de l'éducation. Entre 1999 et 2019, il y a 20 ans. Quel est le bilan de cette réforme? Le bilan actuellement disponible montre que le pays a amélioré le taux de scolarisation, qu'il a amélioré même le taux de rétention au niveau du fondamental, c'est-à-dire la proportion des élèves qui accèdent au concours d'entrée en 6e. Il a amélioré le nombre d'écoles. Il y a plus d'enfants qui entrent à l'école. Mais si on se pose la question suivante, combien est-ce que la qualité de l'éducation, c'est-à-dire les acquis des élèves, la qualification des sortants de l'université a été améliorée? Là, la question est claire. Toutes les études montrent la dégradation sur les 20 dernières années de l'acquis des élèves au niveau du fondamental, qui se traduit en cascade au niveau du secondaire pour obtenir un taux de réussite au bac de moins de 10%, et qui va se transformer en université en produisant au niveau de l'université une cohorte de diplômés qui ne trouvent pas d'emploi. Donc il y a la question de qualité qui se pose, la question de qualité de la... Tout à fait. La question fondamentale de l'éducation, c'est la qualité. Ce n'est pas la croissance quantitative du système, mais c'est la qualité du système qui se dégrade. Et d'ailleurs, le gouvernement est bien au courant et il est en train même de réfléchir à une refonte de sa politique en matière éducative.
L'autre question qui est importante, c'est l'emploi. Car dans toute famille mauritanienne, il y a un chômeur. La question de l'emploi, ça renvoie à l'économie, ça renvoie au secteur privé, ça renvoie à la gouvernance économique de l'État. Et là, nous avons de sérieuses questions aussi à se poser. Malgré que nous avons des ressources qui viennent du secteur minier, qui viennent de la pêche, qui viennent du fer, la question de la gouvernance de ces ressources et de leur pertinence en termes de création d'emplois est sérieusement posée. Et là, le gouvernement et l'État mauritanien dans le futur est appelé à se poser sérieusement la question d'une gouvernance alternative qui doit être caractérisée par une refonte du système éducatif et une refonte de la gouvernance économique de telle manière qu'il y a une vraie adéquation entre la formation et l'emploi. C'est un slogan que tous les politiques utilisent dans leur discours, mais qui demande beaucoup de programmes et beaucoup d'efforts technocratiques, silencieux au niveau de l'administration pour qu'il y ait véritablement un secteur privé performant, un État régulateur performant et un système d'éducation et de formation qui est à la hauteur des attentes. Merci Dr Abdallah Ould Arwah. Nous avons tous conscience que ce sujet est vaste et nous avons besoin, enfin le temps nous manque bien évidemment. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur économiste à l'université de Nouakchott. Merci. Dans la suite de l'actualité, la Commission d'orientation islamique des ressources humaines et des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a rejeté hier le projet de loi sur la violence sur le genre, basé sur le genre, et décidé son renvoi au gouvernement pour le retirer. Cette loi qui vise à pénaliser la violence basée sur le genre avait déjà été présentée à l'ancienne Assemblée nationale qui l'avait rejetée, considérant que certains articles étaient contraires à la religion musulmane. Les activistes des droits de l'homme en Mauritanie estiment que cette loi va combler le vide juridique dont souffre le système judiciaire dans le pays et qu'elle devra alléger les souffrances des victimes des violences. La Banque centrale de Mauritanie a organisé aujourd'hui un atelier de travail sous le thème la première édition de la rencontre des experts du droit bancaire et financier. La rencontre a réuni des acteurs économiques, des représentants des banques, d'institutions économiques et d'organisations de protection du consommateur. Un reportage signé Sid Ahmed Belidet. Cet atelier a pour objectif de présenter le contenu de ces lois et de partager les points de vue sur les suggestions à ce sujet avec les différents acteurs économiques. Devant un parterre d'intellectuels de formation académique et de divers secteurs professionnels, mais aussi en présence de plusieurs acteurs économiques et des représentants de banques, d'institutions économiques et d'organisations de protection du consommateur, le conseiller du gouverneur de la BCM, Baha Meida Mokhtar, a, au cours de l'ouverture de cette journée, souligné que la BCM a engagé plusieurs projets visant à accroître son efficacité et à lui permettre de faire face à l'émergence de nombreux risques et de prendre en charge de nouvelles activités. Notre objectif est d'être en contact direct avec les concernés, qui sont les banquiers, les institutions de microfinance, les administrations centrales concernées, mais aussi les consommateurs, c'est-à-dire les associations de consommateurs de services bancaires et financiers. Ce projet est composé de 3 piliers. Le premier pilier, c'est le dispositif législatif. Le deuxième pilier, c'est le dispositif réglementaire qui est déjà en cours. Le troisième pilier, c'est la gestion du risque juridique à la Banque centrale de Mauritanie. Le directeur général de la supervision bancaire et financière a, dans son allocution pour la circonstance, précisé que la mission de la Banque centrale de Mauritanie consiste à superviser les banques locales en les obligeant à adopter leur système aux besoins du marché et aux exigences du public, ainsi qu'en cas de violation du système qui les régit. Cet atelier permettra à la BCM d'être proche des banques primaires, mais aussi du client. Les lauréats du prix Chinqit 2018 ont été récompensés ce matin lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Ahmed Salem Ould Béchir. Ce prix promeut la recherche scientifique dans les domaines des sciences islamiques, les sciences et techniques, la littérature et les arts. C'est Récidibé. Ce sont les heureux élus du prix Chinqit 2018. Il s'appelle Dr Mohamed Lemine Ahmed Taleb, lauréat du premier prix Chinqit dans le domaine des études islamiques pour ses travaux intitulés « Guide à la connaissance de la science des grands objectifs ». Dr Oulmoutali, le Mrabot Ahmed Mahmoud et Abdallah Yedalifal
Dans le domaine de la littérature et des arts, pour le deuxième prix ex aequo, pour le travaux, écriture de la Mahadra pour le premier, et le deuxième, pénétration coloniale et résistance en Mauritanie pour le deuxième. Cet ouvrage que je présente aujourd'hui devant vous représente une méthodologie de recherche sur les sciences de la charia et sur les ABC de cette même science. Je me suis inspiré des études du docteur Farid Al-Ansari. Le modeste travail que j'avais soumis à l'appréciation du Conseil n'a d'autre ambition que de servir mon pays. Le servir comment? Le servir en exprimant son rejet catégorique de la manière dont le passé et les attitudes de ces hommes ont été présentés dans des ouvrages tendancieux dont le but est de leur nier toute valeur et de mettre à leur place la gloire d'hommes venus d'ailleurs, asservir nos populations et piller leurs richesses. Le troisième prix Shingit qui récompense les sciences et les techniques n'a pas été décerné cette année. Selon les organisateurs, les œuvres présentées n'ont pas répondu aux exigences du prix. Le prix Shingit est constitué d'un diplôme honorifique, d'une médaille et d'une gratification de 5 millions d'ouguiyas. Il récompense les Mauritaniens ou étrangers ayant contribué à l'approfondissement de la... Il récompense les Mauritaniens ou étrangers ayant contribué à l'approfondissement. Il récompense les Mauritaniens ou étrangers ayant contribué à l'approfondissement de la recherche dans les domaines islamiques, les sciences et techniques, les lettres et les arts. Voilà à présent retour sur l'économie avec la page économie présentée par Salwa Chérif. Merci Ndé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue donc à ce journal de l'économie. Première opération d'exportation de produits algériens vers la Mauritanie par voie terrestre. Le coup d'envoi a été lancé aujourd'hui depuis l'Algérie. Un convoi de 24 camions transporte donc 220 tonnes de produits agricoles, 40 tonnes d'électroménagers, 120 tonnes de produits alimentaires et 20 tonnes de produits sanitaires est donc en route. La cargaison devrait arriver à Nouakchott dans une dizaine de jours. 5 pays africains rejoignent la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures est une institution financière multilatérale créée par la Chine en 2015. Elle a annoncé que son conseil des gouverneurs a donc approuvé l'adhésion de 5 nouveaux pays africains et d'un pays européen. Ces pays sont l'Algérie, le Ghana, la Libye, le Maroc, le Togo et la Serbie. Et cette banque représente une tentative de Pékin et ses alliés de briser la domination occidentale sur la gouvernance des différents bailleurs de fonds multilatéraux déjà existants. Elle compte déjà parmi ses membres plusieurs pays africains. Washington soupçonne Pékin de vouloir utiliser cette institution pour favoriser ses entreprises et servir ses propres intérêts géopolitiques. La Chine détient en effet 30% du capital de l'institution et 26% des droits de vote, alors que l'Inde, deuxième actionnaire, vient très loin derrière avec 8,4%. Le pétrole se ressaisit au surlendemain d'un plongeon. Les cours du brut à New York et Londres demeuraient tout de même en retrait de plus de 40% par rapport à leur récent sommet du mois d'octobre, évoluaient à leur plus bas niveau depuis l'été 2017. Sur le New York Mercantile Exchange, le baril de Light Sweet Crude pour livraison en février prenait 1,17 $ à 47,70 $ aujourd'hui, soit donc aujourd'hui moins d'une heure après l'ouverture. Le baril de Brent de la mer du Nord, quant à lui, pour livraison en février, gagnait 78 cents à 51,25 $ sur l'Intercontinental Exchange de Londres. Les cours du pétrole, qui avaient fortement reculé la semaine dernière, avaient de nouveau chuté lundi, le WTI perdant 6,7% et le Brent 6,2%. Ils sont affectés par les turbulences à Wall Street ainsi que par une potentielle surabondance de l'offre de pétrole. Les marchés financiers sont en net repli en 2018, la pire année depuis la crise de 2008, malgré une croissance mondiale favorable. L'ambiance est toujours morose en cette fin d'année. Après une bonne année 2017, la plupart des indices terminent 2018 en baisse. Depuis le 1er janvier, le CAC 40 a perdu environ 13% et l'Eurostoxx 50
plus de 15%. Le Nasdaq baisse de 10% en un an quand le Dow Jones perd près de 12%. Le Nikkei, lui, a perdu 11% depuis le début de l'année. L'année qui a pourtant été marquée par une forte croissance au niveau mondial à 3,7%. Mais la guerre commerciale lancée par les États-Unis contre la Chine a exacerbé les inquiétudes sur l'économie chinoise et renforcé l'incertitude qui pesait sur les marchés. Les marchés financiers ont également été marqués par les récents rebondissements politiques et économiques aux États-Unis. Le shutdown qui résulte de l'absence d'accord sur le budget américain en Congrès, Trump voulant à tout prix faire voter les crédits pour construire son mur à la frontière avec le Mexique, est en partie responsable de ce revirement, d'autant qu'il pourrait durer jusqu'à début janvier avant un déblocage. Et voilà, ce sera tout pour ce soir pour le journal de l'économie. Retour à Ndeiso City. Merci Salwa. Dans l'actualité internationale en Tunisie, de nouveaux heurts ont éclaté mercredi dans 3 villes du pays après l'immolation d'un journaliste, Abdelrazak Zorghi, journaliste pigiste dans une chaîne privée locale. C'est immolé par le feu à Kasserine. C'est une de ces villes située dans une des régions les plus pauvres du pays, qui était née la révolution du printemps, qui a fait tomber le régime de Ben Ali en janvier 2011. Selon ses proches, le journaliste voulait dénoncer les inégalités d'un pays engulé dans le marasme économique malgré les acquis démocratiques de la révolution de 2011. Le Qatar a annoncé avoir livré 24 véhicules blindés au Mali pour aider les pays du Sahel à lutter contre le terrorisme. Ces véhicules contribueront à la lutte contre le terrorisme dans les pays du Sahel africain, connus sous le nom du G5 Sahel. Avec l'appui de la France, le G5 Sahel a demandé pendant des mois de placer la force sous chapitre 7 de la charte de l'ONU pour qu'elle bénéficie d'un financement durable, mais les États-Unis s'y sont opposés. La Turquie continue d'envoyer des renforts à la frontière syrienne en préparation d'une offensive contre la milice kurde basée en Syrie. Pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, le retrait imminent des 2000 soldats américains stationnés en Syrie est une aubaine. Il aura les coudées franches pour attaquer la milice kurde. D'après Donald Trump, l'État islamique est en grande partie vaincu. Il compte sur Recep Tayyip Erdogan pour terminer le travail, quitte à sacrifier les milices kurdes de Syrie qui ont aidé les Occidentaux à combattre le Daesh. L'aviation israélienne a bombardé la nuit dernière des sites près de Damas, une opération que Moscou, allié de Bachar al-Assad, qualifie de violation grossière de souveraineté. La Russie a accusé Israël d'avoir visé la Syrie la veille par des frappes aériennes provocatrices, accusant l'État hébreu d'avoir mis en danger des avions de ligne. L'attaque réalisée selon l'armée russe en survolant le territoire libanais s'est produite au moment où 2 avions de ligne n'étant pas originaires de Russie s'apprêtaient à atterrir aux aéroports de Beyrouth et de Damas. La Commission électorale nationale indépendante du Congo démocratique a annoncé aujourd'hui que le scrutin présidentiel n'aurait pas lieu le 30 décembre à Beni, à Betombo et Yumbi pour des raisons sécuritaires et sanitaires. Les élections seront programmées au mois de mars 2019 et feront l'objet d'un calendrier spécifique, a indiqué la CENI dans un communiqué. La CENI maintient les 3 élections présidentielles, législatives et provinciales ce 30 décembre dans le reste du pays, avec publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle le 15 janvier 2019 et prestation de serment du nouveau président le 18 janvier. Ce report partiel concerne notamment l'élection présidentielle, déjà 3 fois reportée. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Plus de 54 milliards d'ouguiya, c'est le montant du budget de l'État pour 2019, adopté hier soir par l'Assemblée nationale. Les lauréats du prix Chagrit récompensés aujourd'hui. Pour cette année, seule la littérature et les études islamiques ont été retenues par le jury.
En Tunisie, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes. Elles font suite à l'immolation par le feu d'un journaliste. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Saïd TV.